le transport maritime aujourd'hui est très invisible. Oui, complètement. Une fois que ça a quitté le champ de vision... Voilà, tout ce qui est dans cette salle a été transporté par la mer. Mais qui le sait? On le sait quand il y a des grands problèmes de chaîne d'approvisionnement, comme pendant le Covid, ou quand il y a le canal de Suez qui est bloqué. Mais sinon, ça apparaît comme magique. Nous vivons sur une planète couverte à 71% par des océans. Et même si nous, Homo sapiens, sommes une espèce terrestre, nous sommes dépendants de la mer depuis une époque très lointaine. L'exploitation des ressources du littoral, notamment les coquillages qui donnent accès tout au long de l'année à des protéines, des acides gras et des oméga 3, est sans doute ce qui a facilité notre évolution depuis des centaines de milliers d'années et guidé notre expansion hors du berceau africain. Nous nous sommes ensuite aventurés sur les mers puisque nous naviguons depuis au moins 50 000 ans et nous avons peuplé presque toutes les îles habitables de la planète. Depuis que nous savons naviguer et pêcher, nous tirons de la mer une importante part de nos ressources alimentaires et cela ne fait qu'augmenter en moyenne de 3% par an depuis les années 60. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale vit à moins de 150 km du littoral et 90% du commerce mondial, vital pour notre économie, est assuré par le transport maritime. Si on resserre un peu la focale et qu'on prend le cas de la France, on peut réaliser que l'influence de notre pays doit beaucoup à la mer. La France a le deuxième plus vaste domaine maritime du monde grâce à ses territoires d'outre-mer qui sont présents dans tous les océans du globe. La mer suscite d'ailleurs un regain d'intérêt de la part des institutions puisque cette année, 2025, a été déclarée officiellement année de la mer. D'après le site dédié par le gouvernement, l'objectif de cette initiative est de maritimiser les esprits, faire prendre conscience de l'importance vitale de cet élément à travers des expositions, des cycles de conférences ou des actions de sensibilisation. Et c'est notamment dans ce cadre que s'est tenue en juin à Nice la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan avec pour objectif sa préservation et son utilisation durable. Incontournable dans absolument tous les domaines, alimentation, économie, climat, géostratégie et j'en passe, les mers et les océans apparaissent plus que jamais au centre de tous les enjeux. Mais ça, les sciences sociales le savent depuis longtemps et n'ont pas attendu 2025 pour entamer leur révolution maritime. En histoire notamment, la Méditerranée et le monde méditerranéen, à l'époque de Philippe II, le travail pionnier de Fernand Braudel en 1949, prenait déjà la mer comme point central et non plus comme décor. Plus tard, en 1988, un historien des sensibilités comme Alain Corbin commençait à explorer un aspect plus intime dans le territoire du vide, l'Occident et le désir de rivage. Beaucoup plus récemment, la mer et l'océan ont bénéficié d'un réel engouement et d'une multiplication des publications, notamment à destination du grand public, et qu'on ne peut pas tous citer. En réalité, cela participe d'un courant de fond, sans mauvais jeu de mots. Depuis une quinzaine d'années, a émergé d'abord dans la littérature anglo-saxonne un champ transdisciplinaire baptisé les Blue Humanities ou Humanités bleues. Le mot humanité au pluriel s'entend ici comme l'ensemble des disciplines, des lettres, des arts et des sciences humaines et sociales. Et le bleu, vous l'avez deviné j'espère, fait référence à l'eau. On parle aussi plus largement d'humanité environnementale. En fait, c'est un mouvement qui propose un véritable décentrement, de laisser de côté le tout social pour considérer la nature et l'environnement en tant qu'acteurs à part entière. Et on avait abordé ça dans une vidéo qui a déjà 2 ans et demi, quand on a parlé des travaux de Bruno Latour. On avait expliqué que ce philosophe militait pour arrêter de penser la nature comme un objet extérieur et qu'il insistait sur le besoin de repasser par des récits, des expériences personnelles et sensorielles pour renouer un lien avec des éléments non humains. Avec les humanités bleues, les sciences sociales essayent donc de redonner sa place à la mer dans notre histoire collective et plus généralement dans tous les aspects de notre vie. Et je dois avouer que c'est quelque chose qui résonne particulièrement en moi, cet aspect sensoriel intime de la relation à la mer. C'est ce qui m'a donné envie de faire de l'archéologie. C'est d'abord la plongée, la fascination pour cette apesanteur magique et le bleu infini autour de moi. C'est pour ça que j'ai voulu faire un travail qui me permettait de plonger, que j'ai choisi l'archéo à la fac. Bon, finalement, je plonge plus, mais ça a été un moteur très puissant dans ma vocation.
C'est pourquoi je suis particulièrement heureuse de pouvoir explorer un peu plus toutes les applications de ce champ de recherche avec une chercheuse du laboratoire CRINI, le centre de recherche sur les identités, les nations et l'interculturalité de Nantes Université. Il s'agit de Marie-Catherine Lavissière que je retrouve ici. Bonjour Marie-Catherine Lavissière, merci beaucoup d'être là pour cet entretien. Donc vous êtes maîtresse de conférences à Nantes Université, docteur en linguistique et vous travaillez notamment sur les contrats maritimes, le vocabulaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors, merci beaucoup. Pour commencer, peut-être comprendre ces documents, l'importance de ces documents. Ces documents permettent aux compagnies maritimes de collaborer. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent utiliser les vaisseaux, ils peuvent utiliser les navires, ils peuvent utiliser l'espace sur les navires. Pensez peut-être quand vous achetez un billet chez Air France pour voyager en avion. Parfois, quand vous montez sur l'avion, c'est opéré par Delta. C'est un peu la même idée, c'est-à-dire que les compagnies maritimes peuvent collaborer ensemble et ces contrats qui permettent cette collaboration. Vous, votre champ de recherche qui s'appelle les Blue Humanities, on essaiera d'expliquer un petit peu mieux ce que c'est. Ça participe de la volonté d'intégrer le langage et le droit dans ce champ de recherche parce que on a l'impression que ça s'est avant concentré surtout sur l'histoire, les arts et la littérature. Oui. Et que le droit était un peu un oublié dans ce domaine. Mais donc, moi, je voudrais savoir en quoi le droit montre l'évolution de la relation entre les humains et la mer, parce que c'est ça le sujet qui nous intéresse. Alors, je vais répondre en tant que linguiste qui travaille sur le discours juridique, parce qu'il y a aussi des juristes qui traitent ces questions, mais j'approche cette question plutôt par la langue. Donc, en fait, les mots en disent beaucoup sur les représentations que nous avons du monde et des idées que nous construisons à travers eux. C'est-à-dire, on va commencer avec cette idée de ressources à exploiter et au fur et à mesure à protéger et aujourd'hui, ce qui est héritage de l'humanité. Donc, on voit bien une évolution de l'idée derrière comment on doit traiter ces espaces et on a cette vision via le droit et via la langue juridique. C'est pour ça que je pense qu'il faut réintégrer ces deux champs, le mien donc, qui est la linguistique, mais aussi le droit plus fortement dans ce qu'on appelle les humanités bleues. Et les Blue Humanities, ça existait auparavant parce qu'on a des articles qui datent des années 90. Qu'est-ce que la démarche des Blue Humanities apporte de plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 90, aujourd'hui en 2025? Je pense qu'il y a une prise de conscience globale de l'importance de l'océan. On voit aujourd'hui avec l'ONU, avec les différents efforts de souligner les problèmes liés à la mer. En tant que chercheur, je pense que les champs comme les humanités bleues ou plus largement les humanités environnementales permettent une recherche interdisciplinaire. Et c'est seulement par ce dialogue entre les disciplines scientifiques que nous pouvons avancer sur les grandes questions de recherche comme le sujet de l'environnement. Et donc cette pluridisciplinarité dont vous parlez, à l'avenir, ça permet d'envisager quelle perspective pour les humanités bleues? Vous voyez les choses comment Actuellement, je pense que cette idée d'interaction est très importante parce que, je vais donner un exemple. Alors, vous êtes archéologue de formation, si j'ai bien compris, ouais. Et on sait que tout ce qui est l'activité commerciale de la pêche a commencé au Moyen-Âge, mais c'est uniquement par l'archéologie qu'on a vraiment la date, parce que dans les documents, la trace est bien plus tard. Et cette collaboration entre archéologues et puis des chercheurs qui travaillent plus sur les sources discursives, que ce soit historiens ou linguistes, va permettre de mieux comprendre un phénomène et sa documentation. Donc, on ne peut pas avoir une vision globale sans plusieurs disciplines. Et certes, c'est difficile parfois de se comprendre parce qu'on a différents objets de recherche parfois, mais c'est par ce biais que nous allons vraiment avancer sur ces questions. Je vais même compléter. Moi, je travaille sur le commerce maritime dans l'Antiquité. Oui. Et une des limites, c'était si je n'étudiais que les corpus d'amphores dans les épaves, je ne comprenais pas ce qui était arrivé au navire. En revanche, si je demandais à des historiens qui étudiaient justement
les textes d'assurance maritime qui existaient déjà. Alors, c'était plutôt de la jurisprudence. On comprenait qu'il y avait des arnaques aux assurances, qu'on pouvait couler une épave pour essayer de récupérer. Bah oui. Voilà, il y avait des comme histoires, aujourd'hui. comme aujourd'hui. Voilà, il y avait des logiques opportunistes et donc il y avait cette obligation d'aller vers d'autres chercheurs, des historiens qui étudient des textes, et les archéologues ne font pas ce travail-là. Donc je vois précisément. Oui, bah c'est un très bon exemple qui se complète. Si on fait un peu d'histoire, on se rend compte que dans le droit international, la mer a longtemps été perçue comme un territoire hors du droit. C'était une res nullius, une chose n'appartenant à personne. Depuis le XVIIe siècle, avec Hugo Grotius notamment, elle était comme un simple vecteur du commerce qui devait permettre un libre passage aux navires de toutes les nations. En 1982, le traité de Montego Bay a légiféré toutefois sur les eaux territoriales proches des côtes. Les États ont pu s'approprier des zones économiques exclusives, c'est ce qui permet à la France d'avoir le deuxième domaine maritime mondial. Mais à l'époque, on a laissé le reste, soit l'immense majorité de l'océan mondial, sous le contrôle de l'ONU, dans un relatif flou juridique. On a quand même l'impression qu'aujourd'hui, cet équilibre précaire est en train d'être remis en question avec des volontés d'appropriation venues de toutes parts pour exploiter les ressources de poissons, le pétrole et le gaz ou encore les nodules polymétalliques. Vous, en tant que chercheuse, vous le comprenez comment par rapport à notre relation à la mer? Est-ce que la mer est en train de devenir une ressource comme une autre alors qu'elle avait un statut un peu à part? Personnellement, je pense que la mer est vue comme une ressource, et ceci depuis longtemps. Et la question est plutôt, est-ce qu'on a envie de la voir autrement? Et je pense que la remise en question de ce qui se passe, notamment sur la biodiversité, si je comprends bien pour l'instant la discussion, ça montre qu'on a envie. On a envie de voir la mer comme autre chose que uniquement une ressource. C'est ce que aussi ma collègue Emma Lelon montrait, que dans les textes juridiques, on voit une évolution vers quelque chose qui est héritage, qui n'est pas ressource, mais héritage et qui doit être protégé. La mer et l'océan sont aussi au centre de l'enjeu climatique. Ce sont des puits de carbone gigantesques et les courants marins sont des régulateurs indispensables du système climatique. Alors aujourd'hui, quand on se demande comment faire pour empêcher des dommages irréparables sur les écosystèmes océaniques et le climat, est-ce qu'il faut un nouveau statut juridique? Ce n'est pas forcément par le droit, on va dire, plus privé qui se passe entre les entreprises. Les entreprises vont plutôt réagir au droit, on va dire, interne, donc c'est les droits des différents pays, ou au droit international qui va imposer certaines choses. C'est notamment le cas de l'Erika. Je ne sais pas si vous vous souvenez de naufrage qui a pollué plus de 400 mètres de côte bretonne. Mais après ce naufrage et un autre, on a décidé de changer la construction des navires en Europe. C'était déjà le cas aux États-Unis pour avoir plus de protection, et c'était vraiment donc l'Union européenne qui a changé, et la France a beaucoup milité aussi parce que la France a été beaucoup affectée, et les Français ont beaucoup milité. Et donc, ces catastrophes, c'est là où on voit l'impact de la destruction de l'environnement que les activités humaines peuvent causer. Mais j'ai envie de dire, il faut une prise de conscience plus quotidienne. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre une catastrophe. Est-ce que, pour démarrer cette prise de conscience, est-ce que, comme l'a fait la Nouvelle-Calédonie ou la Nouvelle-Zélande, ils n'ont pas commencé par l'océan, ils ont commencé par un fleuve. C'est-à-dire, en Nouvelle-Zélande, le fleuve Wanganui s'est vu attribuer une personnalité juridique en 2017. Donc, est-ce qu'on peut envisager une protection équivalente? Je pense que c'est une possibilité. Le droit de la nature existe. Même en Espagne, le Mar Menor maintenant a une personnalité juridique, donc c'est possible même en Europe. Et après, c'est un dialogue pour changer notre vision de la nature qui n'est pas forcément facile à intégrer dans des systèmes juridiques existants. Arthur Joyeux va travailler sur le terme écocide.
Et comment est-ce qu'on peut faire entrer ce terme dans le droit interne de la France, dans le droit européen. Donc, il va traiter un peu les difficultés de ce que c'est le droit pénal en France et pourquoi l'écocide est difficile, parce que souvent, c'est une question de quelqu'un qui n'avait pas l'intention, même si le résultat. Et donc, cette idée de l'intention qui est très importante pour le droit pénal va être parfois bloquant pour voir l'écocide rentrer de la même manière que d'autres crimes. Donc, c'est une étude qui doit être menée. Justement, il faut mener ces études, il faut voir, mais ce n'est pas facile et ce ne sera pas facile et ce n'est pas la seule solution. Et donc, votre collègue travaille sur le terme écocide. Vous, il y a un terme sur lequel vous travaillez plus particulièrement ou... Moi, personnellement, je suis plus sur le droit privé. Oui. Même si, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment l'économie peut être plus respectueux. Je pense au fait que les compagnies maritimes ont énormément d'influence et de pouvoir à travers ces contrats. Mais parce qu'on a l'impression qu'ils ont une liberté totale pour rédiger leur propre contrat, enfin personne ne peut dire non mais ça vous pouvez pas le mettre dans un contrat, vous dépassez les bornes. Il n'y a pas une autorité globale. Il y a une autorité américaine, il y a une autorité européenne, il y a une autorité chinoise, mais justement un contrat peut être interprété de deux manières. C'est le cas d'une alliance qui s'appelait le P3 et ça a été accepté aux États-Unis mais pas en Chine. Donc, on voit qu'il y a une fragmentation de tout ce qui est droit par rapport à, on va dire, plus droit privé. Mais il y a des manières de pression aussi. On peut refuser des navires à certains ports s'ils n'ont pas signé des traités. Donc, il y a des manières de collaborer sur certaines questions de sécurité et de sûreté en mer, notamment, par exemple, après l'ERICA, la construction des navires pour protéger plus des marinoires. On s'est mis d'accord. Mais il faut se mettre d'accord. Oui, on a presque l'impression qu'il faudrait s'éduquer un peu sur ces questions pour comprendre ce qui se passe en arrière-plan, enfin dans les cuisines, parce que si ça transporte nos objets du quotidien, exactement. On participe d'une manière détournée à des choses qui après nous coûtent. Oui. Je pense c'est un changement historique. Hein. Avant, les ports étaient très visibles, étaient des lieux où on avait plutôt tendance à se promener, à voir les activités. Maintenant, avec la professionnalisation et les conteneurs, ça se passe très loin. Les ports conteneurs, souvent aussi, sont fermés au public. Donc, on est détaché, très détaché de ce qui se passe. En fait, c'est passionnant. Hein. J'aurais jamais pensé d'être aussi intéressée par le droit et maintenant par le transport maritime via les contrats, mais c'est vraiment passionnant comme champ et comme histoire de son développement. Je remercie Marie-Catherine Lavissière qui s'est fait porte-parole de son laboratoire dans lequel d'autres chercheurs, chercheuses travaillent aussi sur ces thématiques avec d'autres angles pour éclairer notre rapport à la mer. Des ressources vers leurs travaux sont en barre d'informations, n'hésitez vraiment pas à aller les consulter. Merci également à Nantes Université et à l'Union européenne. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais juste vous dire qu'en ce moment, cette prise de conscience passe aussi dans le grand public et se transforme parfois en action. On vous a attiré ici avec une image un peu décalée, celle d'une humanité bleue. Mais en fait, ce qui est important, c'est de se créer un imaginaire pour s'emparer de ces questions. Les sciences humaines sont essentielles pour penser ce sujet. L'océan est ce qui nous relie, traverse les frontières. Et pour reprendre la citation de Grotius, aujourd'hui, la mer devient res omnium. Elle nous concerne toutes et tous.